faut, il faut accroître le rassemblement social au moment où on est dans une distanciation physique. Absolument, Qui absolument. m'inquiète quand même. Qui m'inquiète. Faut pas nier ça. Moi, j'ai trouvé ça très anxiogène, cette période. Ah, mais oui, ça c'est le résultat de tout ce qu'ils nous ont aussi administré avec les injonctions paradoxales et la sidération dans laquelle nous avons été installés. Et ça, quand on lit Hannah Arendt et toutes les personnes qui parlent de domination, on sait bien que c'est les conditions voilà, pour aussi manipuler et dominer les gens. Mais heureusement qu'il y a des gens aussi qui réfléchissent et qui peuvent amener les personnes voilà, à plus penser de manière critique. L'histoire, quand même, nous apprend, quand même, heureusement, quand même, qu'on n'est pas resté confiné dans nos têtes et dans nos esprits. Il faut, oui. Ah ouais, il faut pas continuer la pensée. Mais moi, je sais que tous les mardis soirs, je fais des comptes et j'ai vraiment des relations virtuelles avec les personnes, mais qui sont on est distant physiquement, mais il y a des contacts parce que je m'inspire, voilà, je m'inspire un peu de ma dimension à la fois anthropologie, de ma pensée aussi de gauche, pour vivre, pour relire la réalité sous forme de contes. Et vraiment, après ça, les gens m'envoient des SMS et puis on discute, on échange, on se passe des informations. Non, moi, je pense qu'il y a quand même une pensée critique et de résistance. Ouais. Non, moi, je suis un optimiste, moi. Bien sûr, je suis inquiet, mais cette inquiétude-là ne doit pas nous paralyser, quoi, dans nos modes de pensée. Au contraire, ça doit nous pousser à plus être audacieux et créatif, quoi. Oui. Ouais. Mais d'autant plus que moi, j'ai la famille au Sénégal. Je fais partie d'un réseau panafricain où on discute beaucoup aussi de ce qui se passe, avec tout ce que l'OMS et les institutions internationales avaient prédit d'horrible et de Dieu pour l'Afrique. On voit bien, pour plusieurs raisons, hein, que, bon, c'est pas l'hécatombe, mais si on fait pas attention, il peut y arriver. Mais malgré tout, là-bas, on a vu comment les gens, avec l'expérience de Ebola et des autres, etc., des autres maladies, ils ont pu aussi, ils essayent de bricoler parce que les entreprises françaises et étrangères qui s'est installées, ils sont tous partis. Et quand l'État a demandé aux entreprises de donner, mais aucun n'a donné, ils sont tous partis. Je veux dire, voilà. Mais les gens se sont dit, OK, pas de problème. Bon, ils sont en train de négocier l'annulation de la dette, mais ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, les gens comptent sur leur propre force et ils se rendent compte, en fait, que oui, pourquoi ne pas l'avoir fait auparavant, quoi. Compter sur ses propres forces aussi et sur son peuple et sur l'audace. Voilà. L'Afrique a été très réactive. Très réactive, peut-être d'abord plus habituée à ce genre de cataclysme. Oui. Dans le malheur. Voilà. Après, c'est pas gagné pour l'instant, mais non, bon. Non. Mais ce qui s'est passé en Europe, je crois effectivement le terme sidération, il est bon parce qu'on était tellement habitués ici à ne jamais avoir de soucis, quoi, de ce style. Et les gens, ils l'ont à ce point pas accepté qu'ils ne remettent pas en question leur façon de vivre. Et s'ils ne remettent pas en question leur façon de vivre, on est mal quand même. C'est ça qui c'est sûr. Ça m'inquiète beaucoup. Les gens, enfin pas tous, hein, parce que bon, ça c'est des images qu'on nous passe en boucle aussi pour appeler à la consommation. Alors que moi je suis pour la déconsommation. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est aller faire des files devant les magasins. Ça m'a foutu le moral à zéro. Parce que je pensais que ça allait un peu quand même amener une réflexion vers la déconsommation, vers où le consommer autrement. Mais pas du tout. Ah, mais les habitudes consumériques sont tellement installées longtemps que c'est pas en un mois de confinement, surtout un mois de confinement où il n'y a pas eu, à part quelques cercles critiques, il n'y a pas eu vraiment
d'éducation populaire, je dirais ça comme ça pour aller vite. Ah non, ça c'est clair que c'était pas le but. Les gens étaient sur BFM TV et trucs pour voir un peu où est-ce que ça en était, etc. Non, mais j'ai cru Et, ça parce que quand même, tous les petits producteurs, moi je suis en grande campagne, alors il y a beaucoup de producteurs locaux, il y a des fermes, ça s'est mis à marcher à grand rendement, ça, et j'ai eu un espoir. J'ai dit, tiens, les gens, tout d'un coup, ils vont réfléchir quand même qu'on est dans un système mortifère. Enfin, j'espère, il y en a, hein, il y en a. Mais sûrement pas la majorité. Voilà. Et c'est 18, hein, Dominique, alors. Eh bien, on y va. Écoute, Lisiane, vous avez déjà commencé à beaucoup échanger avec Cher, et c'est très bien. Moi, je suis bavarde. Hein. Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ce que je propose, c'est que Lisiane, comme c'était prévu, évidemment, tu nous présentes évidemment ton dernier recueil de poèmes, et puis que éventuellement tu nous fasses une première lecture, et après on passera peut-être la parole à Cher, puis peut-être à d'autres qui seront présents au cours de la soirée. D'accord. J'ai un petit panel de textes, alors après tu me dis. Donc oui, je vais commencer à vous parler de mon livre alors, de mon dernier livre, qui s'appelle « À vol d'oiseau d'un millénaire à l'autre ». Et ce livre, il est né d'une rencontre, c'est curieux, qui est cher ce soir, parce que cette rencontre, c'est Adélaïde du Mukantabana. Adélaïde, ça a été un tournant dans ma vie. D'ailleurs, comme ce dernier génocide du XXe siècle, ça a été un tournant dans ma vie, parce que là, j'étais en vie, justement. Et un génocide, ça, comment dire, c'est la responsabilité de toute l'humanité. Pour moi, je vois les choses comme ça. Et être en vie alors que ce génocide s'est passé, ça a été vraiment un carrefour dans ma vie. Mais à ce carrefour, il y avait Adélaïde. Comme tu dis, Cher, il y a le pire et le meilleur. Moi, j'ai rencontré Adélaïde et on ne se remet pas, comment dire, ça m'a grandi. On ne rencontre pas des rescapés de génocide sans en être changé à jamais. Et sans y gagner une force et aussi beaucoup de valeurs humaines. Voilà. Donc, d'avoir rencontré Adélaïde, j'ai mesuré aussi quelle avait été ma vie à moi, petite Française née dans les années 50, c'est-à-dire en même temps que le début de ces génocides, parce qu'un génocide ne se construit pas en 2 ans, mais là, il a fallu 40 ans. Et moi, je suis née en même temps que cette tragédie rwandaise, où ils ont séparé les ethnies. Et j'ai voulu faire, par décennies, comme ça, un survol des grands événements, alors de manière anecdotique. Donc, il y a une partie de mon livre qui est anecdotique. Et puis après, il y a une partie de mon livre qui retrace les grands événements mondiaux. Et puis, il y a une partie pour le Rwanda, que j'explique ce cheminement qui va mener au dernier génocide du XXe siècle. Voilà, c'est ça mon livre. Alors, si vous voulez bien, mais j'avais choisi poésie, puisque c'était soirée poésie. Et dans mon livre, il y a des poèmes parce que parfois, pour moi, hein, il n'y a que la poésie qui arrive à tenter de dire les choses. Il n'y arrive pas forcément parce qu'il y a parfois de l'indicible. Hein, dans cette histoire, il y a de l'indicible. Et j'en ai choisi un parce qu'on a eu 2 mois là un peu tristes. J'en ai choisi un qui est quand même où il y a de l'espoir. Ce poème, je l'ai écrit lors d'un nigando, ça veut dire des retrouvailles. Ça se passait chez Ivan, que tu connais peut-être, Cher. Oui, je connais, Ivan. Je connais Ivan, et elle a une maison à Trasalvas, et ça ne s'invente pas, ça s'appelle À travers la forêt. Ça veut dire à travers la forêt, Trasalvas. Et c'est là que se sont retrouvés tous les rescapés Tutsis. Ils sont venus de Suisse, ils sont venus de Belgique, ils sont venus de Paris, et ça a été vraiment des journées fortes en émotion. Et j'ai écrit un poème pour ces retrouvailles qui s'appelle À travers la forêt. Alors, je vous le lis. D'accord. Vos ancêtres sont venus tout à l'heure à Trasalvas, où le grillon suit sa route le long d'un brin d'herbe, où les collines paissent, paisibles, où la perle de pluie vous reflète. Vos enfants sont venus,
enfants au regard d'homme, adultes aux peurs d'enfants, femmes au courage de femmes. Vos parents sont venus, sans haine ni colère, portant leur amour pour vous. Et je vous le jure, ils souriaient en vous regardant. Ils hochaient la tête d'approbation comme seuls le font les aïeux et les enfants. Les vôtres sont venus, tout à l'heure, à Trasalvas, et ont permis que je les voie et que je vous le dise. Apaisés de vous voir joyeux, apaisés de vous voir pleurer, apaisés de vous voir enlacés, de vous voir danser, rire, vivre. Car leur ultime douleur ou peur fut pour vous. Fils, filles, mère, sœur ou frère, leur esprit vous ont apporté leur vie à poursuivre. Vos pères, vos enfants, vos parents nous entourent encore. Et s'ils dorment désormais au chaud de la terre, ils sont aussi en vous et partout, dans vos gestes, vos pas, vos voix. Ils sont là autour de nous, leur souffle nous frôle, leurs mains caressent vos cheveux, leur esprit vous accompagne et éclaire notre route. Voilà. Merci Lisiane. Quelqu'un veut réagir ou quelqu'un veut dialoguer un petit peu avec Lisiane? Comme j'ai beaucoup parlé, je vais laisser Daniel. Oui, enfin, moi, j'ai malheureusement pris des distances vis-à-vis de la poésie. Je suis sensible, par exemple, à la musique, la chanson, certaines choses dans le domaine de l'esthétique, disons, m'intéressent ou je me sens bouleversé par certaines choses. Mais la poésie, maintenant, j'ai pris quelques distances. Quand j'étais jeune, bon, bien sûr, ça faisait partie des programmes un peu d'enseignement, donc on avait des poèmes à mémoriser, à restituer, voilà. Mais je n'ai jamais été tellement attiré par la poésie. Par contre, il y a un certain nombre d'écrits qu'on dit être de la prose, hein, qui m'ont beaucoup passionné, alors qu'en fait, c'est peut-être une forme de poésie. Je pense à Proust, par exemple. Bon, alors ça m'a intéressé, mais le poème en lui-même, je ne me sens pas très motivé à en lire, voilà, sauf les psaumes éventuellement, des choses comme ça. Mais bon, et donc c'est très intéressant pour moi, cette rencontre est une forme de découverte. Comme je suis un petit peu à distance vis-à-vis de la poésie, ça me fait entrer de plein pied dans un territoire que je fréquente peu. Et donc ça, c'est très agréable. Merci. Mais en fait, la poésie, elle peut être aussi dans la chanson, elle peut être dans le texte, effectivement. La poésie, ce n'est pas que comment dire, la façon de versifier ou de… La poésie, elle est partout pour moi. Et puis en plus, moi, ce qui se passe, c'est que je suis autodidacte et donc je n'ai pas eu la poésie scolaire. Ou alors si, bien sûr, en primaire, mais j'ai de suite aimé ça. Et après la poésie, moi, je l'ai découverte par moi-même. C'était les chemins où je m'évadais de mon travail. Je travaillais très jeune et je m'évadais par la poésie. C'était… je prenais La fille de l'air, hein, avec Verlaine, Rimbaud ou Baudelaire quand j'étais adolescente et je n'ai jamais quitté après la poésie. Mais je la trouve partout. Effectivement, je la trouve dans la chanson, parfois dans des films. La poésie, c'est un peu la pensée entre les mots, c'est-à-dire parfois les mots ne suffisent pas, il faut la poésie. C'est-à-dire il faut plusieurs, il faut la métaphore, faut… Voilà. De toute façon, du point de vue de la philosophie, poésie, c'est aussi ce qui révèle. Poésie, c'est ce qui révèle aussi. Et je trouve que en t'écoutant, voilà, on a les images. Moi, je voyais bien, alors que j'ai les écouteurs, je voyais bien tout ce que tu disais. Et c'est ça qui est la force de la poésie. En très peu de mots, on peut dire le monde. On n'a pas besoin, c'est toute la différence entre le livre, la littérature écrite et la poésie. Elle permet justement en très peu de mots de dire des choses très très fortes et de nous les livrer, quoi, de nous les livrer. Et puis on est très vite aussi dans l'émotion.
On est très vite dans l'émotion. Et je disais la dernière fois dans mon compte, j'avais entendu un artiste, mais j'ai oublié son nom, qui disait, c'était chez France Culture, mais que pour mouvoir les gens, il faut les émouvoir. Et je trouve que la poésie, elle a aussi voilà, cette force de nous émouvoir, et en même temps pour nous amener aussi à penser et à cheminer, quoi. Voilà, je trouve que dans très peu de mots, tu as ramassé à la fois des histoires chronologiques comme, voilà, comme horizontales, comme verticales. Voilà, moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Ouais, ouais. Tu veux nous faire partager quelque chose, cher? Ah oui. Tour, et puis après, on va... Oui, alors en fait, moi, comme je vous racontais tout à l'heure, pendant le confinement, j'ai proposé donc de faire des comptes en direct sur Facebook. Après, je les mettais sur YouTube pour ceux qui n'avaient pas YouTube. Et donc, je donnais rendez-vous tous les mardis à 20h45 donc aux amis et je raconte des histoires. Donc, le premier compte, c'est les intraterrestres, je l'ai appelé les intraterrestres, une manière de raconter l'histoire du coronavirus et du confinement à des enfants, parce qu'on oublie souvent aussi que c'est pas facile de parler de certaines choses aux enfants. Et en m'inspirant justement de la tradition du conte dans le monde, mais aussi de ma tradition africaine, parce que le conte a aussi une charge à la fois informationnelle, éducative, formative, tout ça. Et ensuite, voilà, donc tous les jours, tous les mardis. Et là, celui dont je vais vous parler, c'est un conte que j'ai écrit qui parle des anciens, parce que j'ai vu un peu comment cette histoire des personnes âgées, des anciens, a été traitée ici. Et effectivement, ça m'a beaucoup interrogé, d'autant plus que j'ai ma mère qui a 85 ans, qui est au Sénégal. Et j'ai très vite interpellé ma famille en leur disant, écoutez, au vu de l'expérience qu'on a vue dans les pays avancés, développer tout ça, comme c'est eux qui ont reçu le virus en premier, faites attention. Je pense que ça va toucher beaucoup plus les personnes qui sont malades, de maladies chroniques, tout ça, plus les personnes âgées qui sont aussi fragiles. Donc, prenez bien soin. Et il se trouve que chez nous, dans ma famille, en fait dans notre société, mais particulièrement dans ma famille, bon, mon père est décédé, ma mère, elle est là, mais il y a mon frère, ma sœur, et elle est entourée. Elle est entourée. Et je pense que si elle n'était pas entourée, ça fait longtemps qu'elle serait partie. Et donc, il y a ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui vivent aussi dans le même quartier et qui, c'est des traditions. Quand ma nièce doit aller à l'école en tant qu'enseignante pour son mari à l'usine, c'est le grand frère qui amène les petits, qui passent à la maison, qui prennent le petit déjeuner, et puis après, ça va faire la bise à grand-mère. Ils vont à l'école, ils reviennent manger à la maison, et puis ils restent à la maison le temps que les parents viennent. Donc, ça l'entretient, si vous voulez. Mais avec le Covid, on sait très bien que les enfants peuvent en être porteurs. Donc, il fallait faire attention, tout ça. Et quand j'ai vu ici comment ça se passait, tout ça, qu'on interdisait aux gens d'aller voir les familles dans les maisons de retraite, qui a créé d'ailleurs des morts collatérales, parce qu'il n'y a rien de pire que la solitude, etc. Bon. Et puis, voilà. Et puis tout ça, ça m'a. Voilà. Donc, et puis, ça pose aussi vraiment la question de nos anciens, quoi, qui ont travaillé durement, qui ont été là avant nous, etc. Je ne remets pas en cause dans l'histoire de les mettre en maison de retraite, tout ça, mais c'est le traitement, c'est la manière dont dont le gouvernement, etc. Voilà. Et donc, j'ai fait un conte qui s'appelle Pourquoi on respecte les anciens. Et à travers ce conte-là, je traite aussi des questions du capitalisme. Alors, Dominique sait bien, toi, que bon, j'ai une sensibilité quand même marxiste. Et voilà, je suis anthropologue aussi. Voilà. Et donc, j'ai fait un conte qui s'appelle Pourquoi on respecte les anciens. Et à partir de deux choses.
Vous connaissez le texte dans les eaux glacées des calculs égoïstes, hein, la célébration de la bourgeoisie, éloge de la mondialisation, qui est extrait du manifeste du Parti communiste, parce que dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels disent effectivement que la bourgeoisie a transformé ou influencé le monde à partir de ce qu'ils appellent le calcul froid de l'égoïsme individuel, etc. Je pense que c'est ça vraiment qui est un peu la base un peu du capitalisme. Et donc, dans ce compte, je mets en avant alors, il est un peu long, donc je ne vais pas pouvoir vous le raconter à moi ce que vous vouliez, mais je vais peut-être le résumer si vous voulez, ou je le raconte, mais bon, c'est un peu long. Ça dépend combien il prend. Oh, il prend à peu près 10 minutes, c'est un peu long quand même. C'est très bien, on t'écoute. Alors, donc, en fait, il y a 3 génies, je vais vous poser le cas. Il y a 3 génies, donc les 3 génies malveillants, qui s'appellent Akimo. Akimo, ça signifie en Wolof s'accaparer, l'accaparement. Il y a un autre qui s'appelle jalousie, et puis il y a un autre qui s'appelle l'appât du gain. Voilà. Donc, il y a dit cela très très longtemps, dans un village, vivaient en bonne intelligence entre eux et avec les êtres de la nature, les habitants. La vie était loin d'être facile et chacun et chacune prenait sa part à la bonne marche du village. Et pour ça, il y avait la recherche de l'eau, la pêche, la chasse, la cueillette, le tissage et tout ce qui était important pour une vie simple et bonne. Il y avait aussi la musique et le soin. D'ailleurs, tout ça allait ensemble pour le bien des corps et des esprits. Il y avait bien sûr les gardiens du village qui regroupaient tous les jeunes hommes et jeunes femmes à la suite de rites de passage et d'initiation très, très complexes. Pour la bonne organisation de la vie, un conseil des sages se réunissait régulièrement. Il était composé des hommes, des femmes les plus âgés et quelques jeunes hommes et quelques jeunes femmes. Le conseil de sages donnait son avis sur toutes les choses qui concernaient la vie du village après avoir écouté tous les villageois. Car, disait-on, il vaut mieux se tromper à plusieurs que seul. Voilà. Et donc, dans ce village-là, les vieux chasseurs montraient ce qu'il fallait chasser, ce qu'il ne fallait pas chasser. Les bûcherons, idem, même pour la charpente, les cases, les pirogues, les chaises à palabres, les flèches, les arcs. C'est eux qui allaient dans la forêt et qui désignaient les arbres, les arbustes, les branches à abattre, à détacher, à prélever, à préserver. Voilà. La transmission se faisait pour la santé des soins et des corps depuis la naissance. Et c'était un domaine d'ailleurs qui était réservé essentiellement aux femmes âgées. Voilà. Et les anciens vivaient longtemps et jouissaient d'une grande attention car, disait-on, assis, l'ancien peut voir plus loin que l'enfant juché au sommet de l'arbre. Autrement dit, l'âge donne souvent l'avantage de l'expérience. Et cela se passait très, très bien. Mais des esprits malveillants guettaient en permanence sur ces villages-là. Et les villageois avaient pu résister à leur tentative d'instruction occulte. Et parmi les esprits malveillants, justement, il y avait singulièrement perfide qui s'appelait Kanyan, la jalousie, Akimo, l'accaparement, et Hababal, l'appât du gain. Depuis qu'ils ont été du royaume des sorciers et condamnés à errer dans le monde des humains, ils disposaient d'une durée de vie limitée, à moins de se nourrir régulièrement de l'âme de personnes âgées. Cependant, il leur était impossible de voir les personnes âgées de leur vivant. Ils ne pouvaient les voir que quand ils étaient morts. Et quand ils étaient morts, ils pouvaient voir leur âme. Kanyan, Akimo et Ababa ourdissaient le funeste dessein de pouvoir profiter de la faiblesse et de la non-vigilance des membres du village pour posséder leur esprit et les soumettre à leur forte influence. Et un après-midi, un petit groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes non encore initiés jouaient au bord du fleuve et une dispute éclata soudain, comme ça se fait souvent dans la famille. Mais comme on dit chez nous, la Oula. langue, elle est dans Il y a un problème, cher. Ouais, là on l'a plus. ensemble dans la même bouche. Oh, c'est terrible. C'est dur, ça, hein? C'est bon? Là, maintenant, Oui, c'est bon.
Ouais, attends, je vais, parce que j'avais des gens dans la maison, je vais aller vers la maison, comme ça j'aurai la Wi-Fi. D'accord. Donc, ok. Là, je crois que ça va être mieux. Ouais, on t'entend mieux là. Ah, c'est mieux là. Ok. Ta caméra peut-être. Alors, ouais, Alors, attends, juste. Ouais, non, ça va revenir. Voilà. Je pense que là, c'est revenu. Ah oui, Voilà. ça y est. Donc, comme on dit, un après-midi, un petit groupe de jeunes femmes, jeunes hommes non initiés jouaient au bord du village et une dispute éclata soudain. Cela arrivait quelquefois, mais les esprits se calmaient rapidement. Et comme on dit chez nous, la langue et les dents vivent dans la même bouche. Mais il arrive très souvent que la langue soit mordue par les dents, mais on arrive toujours à réguler. Voilà. Et donc, c'est trois mauvais bougs. on va y arriver, on va y arriver. Cher, où es-tu? On l'a perdu. On l'a perdu, bon. C'était approprié tout le long. Ce fut le moment tant attendu par les esprits malveillants pour agir sans grande difficulté. Kanyan, Akimo et Hababal enveloppèrent les trois jeunes dans leur souffle et là, ils arrivèrent justement à les influencer et à la fin, ils leur déposèrent au bord du village en leur donnant des corbeilles d'or, voilà, de l'argent, tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, au village, les gens ne les ont pas vraiment reconnus de suite, quoi. Et ils ont commencé à remettre de l'argent, voilà, à leur famille. Ils ont donné des arcs et des flèches aux jeunes, tout ça. Et puis, Khababal avait mis de mauvais esprits dans leur tête. Et donc, ils ont commencé à dire que désormais, ils allaient réunir une grande armée, ce qu'ils ont fait. Et avec cette armée-là, ils ont soumis le village en disant maintenant qu'ils étaient les chefs du village, un village qui n'avait jamais connu de chef auparavant. Et donc, ils ont décidé d'isoler les vieux en leur disant on va limiter votre influence sur le village. Et ils ont commencé justement voilà, à régner sur le village. Et là, il y a un couple de vieux qui a pu s'échapper et qui est parti. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et ils ont commencé à prendre les vieux, à les sacrifier et pour donner leur vie, leur âme à Kimo, et à Babal et à Kanyan. Et ça s'est passé comme ça. Et plus tard, quand ils sont devenus vieux, et ce fut leur tour, ils ont été effectivement sacrifiés. Mais pendant tout ce temps, il n'y avait plus de rituel, donc il n'y avait plus de transmission. Et les gens cherchaient n'importe comment. Ils ne pouvaient plus pêcher. Ils étaient complètement décimés par les animaux parce qu'ils ne savaient plus les lois de la pêche. L'agriculture commençait à disparaître. Et les gens commençaient à mourir de faim. Et puis Akimo se rendait compte qu'il n'y avait plus de vieux parce que les gens ne mouraient pas vieux parce qu'ils commençaient à mourir jeunes alors qu'ils avaient besoin de vieux. Ils commençaient à s'inquiéter. Et c'est là où un groupe de chasseurs qui s'étaient perdus dans la forêt arrive au bout d'un chemin et ils voient en fait comment on appelle ça encore, une tanière. Ils passent par cette tanière et au bout de la tanière, qu'est-ce qu'ils voient de l'autre côté? Un animal. Ils suivent cet animal qui était malade et ils voient cet animal qui rentre dans une maison, dans une maison au fond de la forêt. Et là, l'animal rentre dans la maison et qui sort de cette maison? Le vieux couple. Donc, qui les accueille, etc. Et puis, le vieux couple leur explique comment ils ont pu s'échapper. Et puis, les jeunes leur expliquent ce qui s'était passé au village, tout ça. Et donc là, il les socialise, il leur montre comme ça, il les initie à la chasse, tout ça. Et ils reviennent au village. Et quand ils reviennent au village, en fait, voilà, ils expliquent comment on peut refaire la vie, etc.
Et donc, tout le monde est content parce qu'ils avaient ramassé de la nourriture, ils sont venus, ils ont fait vivre le village. Et donc là, un des plus jeunes chasseurs dit, à partir de maintenant, on ne doit plus chasser les personnes jasées, on ne doit plus les tuer. Au contraire, il faudra qu'on s'en occupe bien. Et celui qui remettra ça en cause sera banni du village. Et donc, c'est ainsi justement qu'ils ont pu se libérer de Akimo parce que n'ayant pas tué les vieux, ils n'ont pas pu avoir d'âme et ils sont repartis dans leur monde funeste, quoi. Et donc, je dis comment effectivement l'appât du gain, la jalousie et l'accaparement peut amener un bouleversement dans les relations sociales et un peu ce que la finance fait, comment on peut prendre des jeunes dans la vie, les former depuis la petite enfance au consumering, les former à la compétition, les former dans des grandes écoles, pour en faire effectivement de futurs représentants de la bourgeoisie financière, etc. Ça a commencé depuis la nuit des temps, quoi. Voilà, je résume un peu le compte, quoi. D'accord. Merci beaucoup, cher. Des réactions éventuellement ou des commentaires? C'est un beau message, un très beau message. Et moi, j'aurais adoré écouter ce conte en t'ayant en vrai en face. Ah, mais il y aura l'occasion. Il y aura l'occasion. La proximité. Avec Chaillu, au Festival de Chaillu en juin, je vais intervenir pour des petits groupes et il y aura l'occasion de l'écouter avec de la musique, tout ça. Super. Mais voilà, la position des personnes âgées, c'est vrai qu'avec l'Afrique, là, on a beaucoup à apprendre. C'est clair. Tout à fait. Daniel, tu souhaitais dire quelque chose? Attends, j'active ton micro. Voilà, si tu me remets le micro et si le micro fonctionne. C'est bon, c'est bon. À ce moment-là, bon, il y a effectivement une très grande actualité dans ce conte, c'est que chez nous, dans les sociétés capitalistes, disons, dans lesquelles nous sommes immergés, la destruction des anciens est quelque chose d'éminemment souhaité. Pour équilibrer, bien sûr, c'est ce qu'on nous raconte, hein, les caisses de retraite, pour que l'argent DARPA, etc. Bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'ancien est une mémoire. Et une mémoire permet de conserver le groupe. C'est-à-dire qu'il a su déjouer les pièges de la nature, il a su déjouer les pièges de l'imprévu, et il peut transmettre aux jeunes des outils de vie, des règles de vie et de pensée qui permettent aux jeunes de faire que le groupe se perpétue. Ils vont pouvoir les pièges, parce que les vieux ont accumulé une expérience. Et actuellement, il y a une volonté dans la société capitaliste de justement évacuer ces anciens qui portent justement des germes de subversion de par la mémoire dont ils sont porteurs, mémoire de lutte, mémoire de combat, les gens sont battus. Et donc, le capitalisme veut s'en débarrasser. Alors, de temps en temps, on a la chance d'avoir un membre de l'oligarchie ou un porte-parole de l'oligarchie qui casse le morceau. Alors là, c'est une chance, parce que de temps en temps, il est peut-être pris de boisson, ou on sait pas, il dit les choses clairement. Et quand il dit les choses clairement, il n'y a plus de mystère. On sait très bien où ils veulent en venir. Et l'idée qu'on doit se débarrasser des anciens, c'est quelque chose qui est inscrit dans la logique de la société capitaliste. Bon, il y a d'abord eu, effectivement, avec la société industrielle, il y a eu effectivement une espèce d'éclatement spatial des générations. On a mis les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre, les actifs de l'autre, etc. Mais il y a surtout aujourd'hui la volonté de ringardiser le passé. C'est-à-dire qu'il y a la modernité, et puis tout ce qui participe de la tradition, c'est ringardisé. Et justement, quand on parle de poésie, il y a un grave danger qui est à considérer, c'est autour de la langue. Il y a actuellement une volonté de déconstruire la langue. Française, hein, on va en parler. Alors, la volonté de déconstruire la langue, il y a eu d'abord l'aventure de l'espéranto, qui a fait un flop total. Alors ça, heureusement, parce que là, on est plus barré. Donc, ils ont lancé l'espéranto. C'était le but, c'était de détruire les langues qui permettaient justement la poésie, qui permettaient l'expression d'émotions. Et donc, pour détruire
les possibilités d'expression d'émotions. Bon, il y a eu les maths modernes aussi, on a algorithmisé plein de choses pour éviter justement que l'intuition et l'émotion puissent avoir une place importante. Eh bien, avec justement l'espéranto, ils avaient l'idée de déconstruire les langues. Mais là, actuellement, on a l'écriture inclusive et on a surtout le brassage linguistique qui fait que les gens ne pourront plus communiquer au niveau émotionnel. Il y a le globish aussi, qui est un genre, c'est le nouvel espéranto. C'est pareil, parce qu'un francophone ne pourra pas écrire de la poésie en globish parce que ça ne transmettra aucune émotion. Donc là, on est face à une situation que ce conte nous rappelle de manière très forte et très efficace. On est en plein dedans. Il y a une actualité extraordinaire de ce récit et de ce conte. Donc, merci beaucoup. C'est génial. Merci bien. Merci. Trini, Marza, par exemple, vous n'avez pas envie de réagir? Attendez. Coucou. Oui, parce que je vais bientôt, donc on va bientôt partir. Je voulais simplement dire, j'ai beaucoup aimé le conte. C'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin actuellement dans les EHPAD, moi ça m'est resté complètement en travers. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Et puis je voulais aussi dire que bon, c'est vrai que tout le monde est branché Covid actuellement parce que ça touche nos sociétés de façon assez violente. Mais je veux dire, les immigrés sont toujours devant nos portes. Il y en a toujours qui se noient, mais alors en plein en Méditerranée, et que personne n'en parle. Là, je suppose que vous avez dû entendre parler dans un domaine un peu annexe du groupe en Turquie où ils sont morts après une grève de la faim épouvantable de 30 jours, où la jeune chanteuse est morte il y a 15 jours, je crois, et où le bassiste vient d'aller la rejoindre. Une lutte qu'ils ont menée au bout du bout. Et on vient juste d'en parler entre deux parenthèses. Donc on a l'impression que le monde s'est immobilisé comme ça, alors que tout le reste, bon, je veux dire, il y a la guerre en Syrie, il y a les immigrés sur moi, bon, donc on n'a pas. Moi, je trouve que c'est ça qui me révolte le plus, c'est le nombrilisme. Voilà, qui est le nôtre. Alors, juste avant de vous quitter, je vais me permettre juste de vous dire un tout petit poème qui était par rapport aux immigrés, qu'à un moment donné, ce qui se passait en Méditerranée, j'espère que je vais m'en souvenir. Viens, mon petit garçon, murmure la sirène, à l'enfant affolé qu'au loin les flots entraînent. Viens au creux de mes bras. Laisse-moi t'emporter dans mon palais là-bas, au-delà des rochers. Ton front contre mon cœur, glissons au fond de l'onde. Apaise ta douleur dans une nuit profonde. La barque a chaviré. Ils étaient trop nombreux. Un espoir insensé brûlait leurs yeux fiévreux. Ils fuyaient, pauvres fous, la misère et la guerre. Qu'espéraient-ils trouver en arrivant à terre? Un peu de réconfort? Un chaleureux accueil? On allait leur offrir que la mer pour cercueil. Dors, mon petit garçon, murmure la sirène, et sa douce chanson que les vagues reprennent. Vous l'entendrez parfois dans la plainte du vent. Écoutez cette voix, elle berce un enfant. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, vraiment. C'est beau, c'est beau. Parce que, bon, le monde, malheureusement, l'horreur ne s'est pas arrêté. Et il y a des choses qu'on fera de la même façon. Alors bon, je veux bien admettre tout ce qu'on veut, hein, mais j'aimerais bien qu'on lutte un peu contre le nombrilisme. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour Esther. Bonjour, on doit partir, mais c'était un très beau conte. Et merci beaucoup. Hein. Et puis il y a l'optimisme de voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien. Qui c'est qui veut continuer? Peut-être un nouveau poème, Lisiane?
Alors, moi, combien il nous reste de temps, Dominique? Oh, on prend le temps qu'on veut, mais bon, on peut décider de Je crois que je vais s'arrêter. vous donner, parce que j'avais préparé plusieurs textes et je vais vous demander lequel vous voulez. J'ai un texte assez onirique sur une apparition de cerfs dans une forêt. Non. Mon livre. J'ai un texte qui pourrait être en réponse à Cher, qui avait été écrit justement pour les personnes âgées. J'ai un texte qui parle un petit peu de notre position d'humain. On a été en questionnement, il me semble qu'on a été en questionnement de notre position d'humain. Voilà. Et puis il y a un texte qui est dédié, parce que moi, il y a 2 personnes pour lesquelles je me suis beaucoup inquiétée. C'est une vieille amie centenaire dans son EHPAD, et puis c'était une amie rome qui tout d'un coup était privée du voyage. Et voilà, donc j'ai ça. Et alors, complètement éclectique, mais je suis éclectique, je viens de terminer un livre de contes pour enfants. Si vous voulez, je vous en lis un extrait, ça va vous faire du bien. Super. Vous voulez celui-là? Allez. Eh oui, super. Alors, ce livre de contes, il est dédié à mes petits-enfants. C'est les 2 derniers, ils n'avaient pas leur conte. Et comme je suis collectionneuse de jouets anciens, j'ai eu l'idée de faire parler les jouets, qui sont pour moi des réceptacles d'émotions et aussi des gardiens de mémoire. Et donc, celui-là, ce petit extrait, parle d'un ours, un nounours. C'est l'ours de Mamie Lys. Elle n'était plus toute petite lorsqu'elle m'a eu. C'est l'ours qui parle. Elle n'était plus toute petite lorsqu'elle m'a eu. Elle avait 11 ou 12 ans, mais en ces années-là, les jouets n'avaient pas de date de préemption suivant les âges. Les fillettes jouaient à la poupée ou à l'ours-poupée bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Elle m'avait souhaité pour un Noël et j'étais là, au rendez-vous, sous le sapin. J'étais doux, je sentais bon. Mon pelage était fourni, un peu angora, disait-on alors. J'ai été réceptacle d'émotions, de ces émotions, peine ou joie. Mais me direz-vous, tous les jouets le sont? Oui, c'est vrai. Mais je dois le dire sans fausse modestie, j'étais son préféré. Elle m'a tant porté. Un bras en couronne autour de moi, laissant ainsi libre son autre bras, que mes pattes ont pris une position un peu déviée. Elle m'a tant frotté la tête avec du sambon qu'à cet endroit, je n'ai plus de pelage, mais un tissu râpé. Savez-vous que je l'ai même accompagnée dans les manèges lors des fêtes du village où nous habitions? Cela étonnait un peu les gens, mais je crois qu'ils étaient attendris par cet amour immodéré envers un ours en peluche. Et je suis là, toujours, dans un coin du musée. Lorsque mon regard croise le sien, nous savons à quoi nous en tenir. Le mien dit « Tu as vu, je suis à tes côtés, on reprend nos jeux quand tu veux. » Et le sien « Nous avons fait une belle route ensemble. Tu as le droit de tout raconter à petit bonheur et à moi nos doucets. Maintenant, ce sont les 2 petits à qui est dédié le conte. Et je vous présente le Excellent. Ça vous fait du bien. Ah ouais, ça me fait du bien, ouais. Tu as bon lait? Super. Mais attends, je pense qu'on pourra faire des lieux de compte plus tard. Hein? Mais volontiers, chef, volontiers. Moi, j'aime bien les collaborations poético-contées. Hein? Je suis à la recherche de ça. Je voudrais être passeuse de poésie. Mon prochain, c'est ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Passeuse de poésie et de contes. Voilà. Super, super. Moi, je peux vous lire un texte que j'avais fait, parce que dans un de mes groupes qui s'appelle Afro Guinguette, j'avais fait un texte qu'on avait joué. Et comme je dis souvent, en fait, les chansons, au départ, c'est des poèmes. Et ensuite, on les découpe pour les mettre dans la métrique de la chanson. Okay. Et en fait, j'avais même voulu le retravailler dans la période actuelle, parce qu'on parlait tout à l'heure justement de ces moments de crise où souvent les classes dominantes, dirigeantes en profitent pour changer les règles du jeu, nous faire passer des lois, et puis même des fois aussi nous promettre les choses. On est en guerre, il faut vous mobiliser. Et puis à la fin de la guerre, ce qu'on pensait être acquis, souvent sont remis en cause, quoi. Et donc,
un jour, j'étais tombé sur un article de l'Humain, du journal Humanité, et qui parlait en fait des 35 heures et puis de la diminution des temps du travail. Et donc, j'en ai fait un texte qui s'appelle La même rengaine. Voilà. Et donc, voilà, ça dit ça. 1848, elles n'osèrent pas rêver des 3-8. 2, elles arrachèrent sur 14 heures. On cria malheur. Cette loi de la paresse qu'il disait, et les patrons menacèrent de transférer leurs affaires à l'étranger, là où, paraît-il, pour échapper à la misère, l'ouvrier se vend beaucoup moins cher. Ah, mais joue, parce qu'il y a ma fille à côté qui est au piano là. Tu peux jouer. Comme ça, tu m'accompagneras. En 1919, retour des soldats. Les acquis sont dans le. Nul ne veut renoncer à la journée de 8 heures. On cria malheur. Cette loi de la fainéantise qu'il disait. Les patrons menacèrent d'expatrier leur économie dans les colonies, là où il est vrai qu'en humaine sauvagerie, le travail forcé fait le bonheur des bandits. En juin de l'an 36, avec le Front populaire, c'est le grand air. Acceptant la semaine des 40 heures, on cria malheur. Trahison nationale, qu'il disait. Et les patrons rongèrent le frein en attendant Daladier et Pétain pour donner le coup fatal aux dernières lois sociales, mais surtout aux syndicats figure du mal. De 1998, voulez-vous connaître la suite? Devant la semaine des 35 heures, on cria malheur. Une des plus graves erreurs qu'il disait. Le patronat posa cette alternative, délocaliser les machines ou nous faire travailler plus pour espérer gagner plus, la médaille de mort au travail pour bonus. Croyez-moi, ça n'a pas changé. Depuis toujours, c'est la même rengaine. Non, 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 ça n'a pas changé. Depuis toujours, c'est le même refrain. Mais, je vous le dis, ça va changer. J'ai un problème de micro. Oui, je t'entends là, c'est bon. Bon, là maintenant c'est reparti. Je rallume le micro de tout le monde. Voilà. Très bien. S'il y a quelques personnes qui souhaitent éventuellement soit réagir ou apporter un sentiment ou quelque chose de plus par rapport à ce très beau texte que vient de nous lire So. C'est tellement... C'est énorme, quoi. La valeur travail, qu'est-ce qu'elle devient? Et oui, mais c'est en train de changer, de fait. Du travail, il n'y en aura plus. Il va falloir que les sociétés s'habituent à faire autrement, il me semble. Ah, j'entends parler. Vas-y, continue Lisiane. Oui, voilà, il me semble que le monde du travail est en train de changer, qu'il faudra que les sociétés puissent subvenir, enfin, à ce que les gens vivent dignement. Moi, je suis pour le revenu universel. Je suis pour que les gens travaillent moins. Il n'y en a pas assez de travail et travailler, enfin, ça ne me semble pas être le but de toute vie. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Mais c'est vrai que on continue à culpabiliser les gens parce qu'ils ne travaillent pas ou parce que là, on a culpabilisé les gens de rester chez eux. Bon, en fait, on voit bien que de l'argent, quand ils veulent, ils en trouvent, finalement. Moi, j'ai vu ça. Durant ce confinement, je me suis dit, mais bon sang, quand ils veulent en trouver, ils en trouvent de l'argent. Or, ben voilà, comment dire, on laisse pourrir des mouvements ouvriers pendant des mois. Là, je pense à la SNCF, je pense à des mouvements qu'il y a eu. Je pense aux soignants, bien sûr. On parlait tout à l'heure, bien, ça me ramène au compte de Cher là, sur les personnes âgées, mais il n'y a pas que les personnes âgées que l'on tue.
C'est tout ce qui n'est pas rentable ou soi-disant pas rentable que l'on tue. On a voulu tuer le monde des soignants, on a voulu tuer l'hôpital public, on veut tuer l'enseignement républicain, c'est-à-dire laïque et libre pour tous. On veut le tuer. C'est pas rentable. C'est pas rentable une école dans chaque commune quand les communes ont de moins en moins d'habitants. C'est pas rentable. Sauf que quand tu n'es plus là, c'est là que retombe la malédiction de ton compte, cher. Ils s'en rendent compte aujourd'hui, mais c'est un peu tard. Absolument. Et maintenant, ils vont leur refuser les primes aux soignants. J'ai pas de mots là. Ça m'a révolté, ça. Quand j'ai entendu ça, cette prime qu'ils leur avaient promis. Juste certainement pour les faire tenir. Voilà. Tu nous refais partager ton texte sur la vieillitude. Bon, j'utilise le mot vieillitude, mais pour renvoyer un petit peu à un texte de quelqu'un qui n'a pas pu venir ce soir. Vous connaissez Marc Lausson. Et peut-être que Lisiane, tu peux nous le lire. Oui, bien sûr, il est court en plus. Hein. Je le cherche là. Voilà. Donc oui, moi, cette amie que j'ai qui est centenaire dans son EHPAD et qui en a perdu la raison. Les derniers temps, elle n'était plus là. Enfin, elle avait perdu la raison parce que les gens meurent pas du Covid dans les EHPAD. Ils meurent de peine et de solitude. Donc voilà, ce poème, il est pour elle. Elle s'appelle Rolande. Elle est magnifique. Elle avait une pensée en marche encore. Elle a un cerveau qui marchait bien. Voilà. Ça s'appelle Les cueilleurs de regards. Suis-je un livre? La page tournée continue d'exister, seule, en attente d'un regard. Suis-je une fleur, si éphémère, que le papillon envole ma vie en ton regard? Suis-je un nuage qui enfanta la pluie et ton rêve en allait, aussi précieux qu'illusoire, en ton regard? Que suis-je aujourd'hui, après avoir connu jeunesse et années? Que fais-je de ma vie? Tant de fruits de mes mains ont glissé. Que ne cherche plus mon être et ma pensée tendue en arc-en-ciel, lavé, lissé de tout phare, qu'un seul de tes regards. Voilà. Là, à voir avec notre ami Rolande, qui venait aussi, comme toi, sur le stand d'Espace Marx, présenter ses poésies, ses poèmes. C'est pas cette Rolande. Ah non, c'est non, la mienne, elle est centenaire. Hein. Ah oui, d'accord, ok. C'est une mamie centenaire et qui encore me parle de l'actualité. Elle s'est énormément ennuyée dans cette année d'EHPAD parce qu'on ne leur offre pas ça, on ne leur offre pas la conversation, on ne leur offre pas la culture. On estime qu'ils n'en ont plus besoin. C'est ça, oui. Or, Rolande, elle en a besoin. Mais c'est vraiment ça qui est dur, comme disait Daniel. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe la source, quoi. C'est-à-dire qu'autant on ne leur permet pas de transmettre, et autant on ne leur permet pas aussi de continuer à se cultiver. Et on le dit, tout peuple sans mémoire est un peuple perdu. Et vraiment, ce que disait Daniel, c'est vraiment important sur les langues. C'est-à-dire que quand on finit par presque rebooter, tu sais, c'est comme un disque dur qu'on formate, on peut y mettre toutes les choses. Alors que les anciens, par leur expérience, nous disent ce qui s'est passé avant. Moi, quand j'ai travaillé sur ce texte-là, et effectivement, je me suis rappelé de plein de choses, quoi. De comment les anciens nous parlaient, même sur la question des soins, de la maladie, c'est-à-dire des systèmes thérapeutiques. Aujourd'hui, il y a Big Pharma qui veulent nous imposer des formules thérapeutiques. On a vu tout ce qu'ils avaient prévu à côté du médicament du médecin, là. Et toutes les propositions qu'ils ont faites se sont révélées effectivement inefficaces. Et on a attendu. Il y a un grand débat en Afrique sur les modes thérapeutiques, comme si effectivement l'Afrique en tant que ne pouvait pas. Mais on a aussi des modes traditionnels que les anciens ils ont rencontré. Le virus est là les virus sont là depuis très très longtemps. Il y a des maladies qui sont là depuis très très longtemps. Et je ne suis pas contre le modernisme, au contraire. Mais je pense effectivement qu'on ne peut pas casser le lien avec l'histoire. Et les anciens, ils ont cette force de pouvoir nous dire, alors voilà, le chemin qu'on a passé, on a eu des erreurs, mais on a gagné ça. Ces expériences-là qui sont repensées,
nous donne à voir, quand vous écoutez par exemple les vieux ouvriers dans leur lutte ouvrière, ce qu'ils peuvent nous dire, quand on raconte l'histoire des guerres, la résistance, tout ça, sur la question de la mémoire de l'esclavage, mais toutes ces questions-là de la colonisation, il nous donne à lire ce qui s'est passé à l'histoire pour éviter de réitérer les erreurs de l'histoire. Mais quand une génération n'a plus de lien avec son histoire, mais on peut lui faire croire tout ce que l'on veut. On va même construire de nouveaux films, de nouveaux récits qui les engagent dans cette nouvelle post-modernité. Et c'est ça qui est grave, quoi. C'est ça qui est vraiment, Daniel, ce que tu dis est important. Et le texte de Liliane renvoie bien à cette urgence qu'on doit avoir de vraiment reconnecter avec nos vies. Moi, je ne suis pas sur une sorte de... Je ne réalise pas les personnes âgées. Amadou Ampateba, d'ailleurs, disait que un jeune peut avoir aussi une connaissance, mais d'où ça vient, c'est parce qu'effectivement, il y a quand même des vieux. Donc, ça, c'est important de garder la question de la mémoire. La mémoire, elle n'est pas figée, la mémoire, elle est vivante. Et toutes ces personnes qui vont partir, et on nous coupe de ce réseau-là de connaissances. Et ça me fait mal. D'ailleurs, il faut voir tout le travail qu'ils ont fait pour même détruire l'histoire, l'enseignement de l'histoire. Voilà. Et vraiment, je suis content qu'on ait à travers contes, poésie, touché ces choses qui sont essentielles dans notre vie, quoi. Merci, cher. Thérèse ou Monique, vous n'avez rien à dire ou vous n'avez pas envie de nous transmettre quelque chose, y compris réagir par rapport à ce que vous entendez? Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Non, parce que bonjour. C'est la première fois que je me connecte, donc j'ai dû télécharger là, le dispositif Zoom, donc j'ai pris les choses en marche et je viens de passer un moment très agréable et très diversifié. Très diversifié par les contributions poétiques ou les contes. Et voilà, donc j'ai passé un très, très bon moment. Une émotion particulière et qui m'est très personnelle et qui n'est pas politique, mais par rapport au texte qui a été lu tout à l'heure sur l'histoire de l'ours. Et il se trouve que confinement aidant, je trie beaucoup de papiers familiaux, des photos, voilà. Et j'ai retrouvé une photo de moi, petite fille, avec un ours qu'on m'avait offert et qui m'a accompagnée toute ma vie et qui est même resté 40 ans au garde-meuble à Bordeaux pendant que moi, je quittais Bordeaux et j'allais travailler à Paris et en Afrique notamment. Et le vieil ours, je l'ai retrouvé et j'ai écrit pendant la période du confinement, mais alors impossible là, je m'étais levée pour le chercher, je me suis dit, mais, bon, je l'ai sous format électronique, mais impossible de le retrouver. Et en fait, j'ai écrit un texte et c'est un peu dans la même émotion, c'est l'ours qui raconte sa vie avec Monique. Voilà. Et le bonheur qu'il a eu. Alors, il y a un petit lien, parce que c'est maintenant un vieil ours. Il est comme moi. Il est comme moi. Moi, j'ai 72 ans. Lui, il a peut-être, quand on me l'a offert, j'avais 3 ans. Mais il est confiné dans une vieille armoire. Hein, il est confiné, mais il est plein de souvenirs et de merveilles. Et lorsqu'un jour un ami m'avait dit, mais enfin, à ton âge, tu ne jettes pas ces vieilles choses. Je dis, mais non, parce que c'est toute ma vie, c'est toute mon histoire à travers la présence de ce vieil ours. Donc, c'est peut-être une métaphore, disons. Le vieil ours, c'est cette émotion, cette révolte dont l'une d'entre vous a parlé, que l'on a de voir comment disparaissent, comment sont partis nombre de personnes très âgées
dans les EHPAD. Et j'ouvre une petite parenthèse. Bon, moi, j'ai coordonné un livre qui s'appelle Filles de mai sur l'écriture des femmes en mai 68. Et très récemment, justement, l'une de nos auteurs, c'est un ouvrage collectif de témoignages sur mai 68. Et l'une des auteurs était dans un EHPAD et elle a été atteinte du virus. Et lorsque l'EHPAD a demandé au SAMU de venir, le SAMU a dit bah non, hein, vous la gardez. Donc en 3 jours, elle est décédée. Et pour nous, c'est une histoire merveilleuse. Alors, bah justement, je vais vous lire. Je vais vous lire parce que elle écrivait merveilleusement bien. Et je vais vous lire 2 de ces textes qui sont à la fin du livre. C'est un abécédaire. Hein. Et le texte qui correspond au mot rêve et le texte qui correspond au mot révolution. J'attrape le livre. Et... Super. Excellent. Excellent, excellent. Super. Et vous voyez, en vous parlant de mon vieil ours, j'en suis venue à vous parler de mon amie Giulietta Solis. Alors, voilà. Rêve. En 1968, quelque chose de l'esprit freiné a soufflé sur la France. J'ai reconnu ce vent de liberté qui parlait de fraternité et d'amour. Une bourrasque joyeuse qui poussait les hommes à se rencontrer, à communiquer, à échanger leurs idées, à partager leurs douleurs et leurs joies, leurs désirs, à découvrir ce qui les liait. Liberté de parole, liberté de pensée. Une tornade bousculait sur son passage l'amas des conventions surannées, des contraintes asphyxiantes, balayait la poussière des préjugés et des peurs, tentait de combler les inégalités. La poussière est retombée, mais elle est retombée sur un monde qui ne serait jamais plus tout à fait le même. La lumière et la couleur s'étaient posées sur lui, révélant la beauté des choses, des vérités enfouies et des enthousiasmes possibles. La contestation s'y était ouvert un passage qui ne se refermerait jamais complètement et qu'emprunterait le libre arbitre, la remise en question des hiérarchies, la valorisation de l'autodiscipline, de l'autogestion, le désir d'autonomie et de responsabilité individuelle. Plus que tout, s'était peut-être imposé dans les esprits le droit à la désobéissance et le droit au rêve. Ah, merveilleux. Merveilleux. C'est beau. Alors, voilà. Et là, je vais vous lire le mot, son texte pour le mot révolution. Révolution. Chaque jour, nous essayons tant bien que mal de traverser Paris pour aller de Courbevoie à cet hôpital du 13e arrondissement. Depuis mars, les universités grondaient, les grèves se multipliaient. Les rares fois où j'avais quitté ma banlieue pour monter à Paris, cela avait été essentiellement pour m'occuper de nos cartes de séjour, un peu pour aller regarder les vitrines du côté des grands magasins. Le soir, dans mon lit, éveillée, angoissée par le souvenir du corps inanimé de mon père, là-bas. Ah, excusez-moi, j'avais un doute parce que Homo Révolution, c'est un abécédaire et il y a plusieurs textes. Et c'était le texte de Ada que je vous lisais, hein, qui est une autre contributrice. Et le texte de Giulietta, il est différent. Mai 68. Était-ce la révolution? Non. Si une révolution doit tout bouleverser, renverser, baigner dans le sang, supprimer par la violence et remplacer dirigeants et possédants. Mais si une révolution, c'est aussi invention,
transformation profonde des mentalités. Alors, il y a peut-être eu une révolution en 68. Quelques fleurs ont germé dans les cervelles et entre les pavés. Des flammes qui ne propageaient pas d'incendie ont éclairé les prunelles. Un vent fou de contestation et d'humour a parcouru les rues avec la foule. Les mains se sont jointes et les corps unis dans une joie et une insouciance qui auraient paru inimaginables peu de temps auparavant. Des hiérarchies ont été remises en cause. Les utopies ont revu le jour. L'espoir renaissait, parlant de créer l'inédit, un monde neuf, des idées neuves. De nouvelles valeurs ont cru pouvoir s'affirmer sur le terrain abandonné par les anciennes. Tout paraissait possible. Voilà. Réunion. Merci beaucoup. Voilà, et c'est bouleversant parce qu'elle a écrit quelque chose de magnifique et voilà, et elle est partie en 3 jours. Voilà. Mais à travers ces textes, et c'est ça aussi la force de l'écriture, à travers ces textes, elle sera toujours vivante. Voilà. Donc merci à vous de l'avoir écoutée. Non, avec beaucoup de plaisir. Merci, c'est très très beau. Vraiment très très beau. Thérèse, quelques mots ou tu préfères Comment? Non, je parlais à Thérèse qui est avec nous mais qui ne s'est pas encore exprimée. C'était pour éventuellement lui proposer de réagir, éventuellement à ce que tu viens de nous faire partager. Je viens d'arriver, donc c'est difficile de... J'ai ouvert par hasard mon ordinateur et j'ai vu et je suis tout à fait heureuse d'entendre tout ce que vous dites et ces textes. Révolution, tout est possible en 68 et aujourd'hui le possible, à mon avis, c'est bien rétréci. Et il me semble que les perspectives ne sont pas très ouvertes. Je suis assez pessimiste sur la suite. Voilà, c'est pourquoi je pense que la poésie, l'art, la musique est une porte de sortie dans notre quotidien en tout cas. Et pour nous donner du rêve. Bien. Qui est-ce qui souhaite continuer avec Monique ou à ce moment-là où on passe à un autre poème ou à un autre... Hop là. Moi, je vais juste en profiter pour brancher mon téléphone parce qu'il est en train de se décharger. Je cherche un texte qui parle de 68 en réponse. En résonance avec celui de Juliette. Ben oui, comme mon livre, il retrace 60 ans. Forcément, 68, il y a sa place. Alors, c'est l'après 68. Je vous amène à 75, sur le Larzac. Pas de problème. Qu'il est beau ce village, et comme elle aimerait y vivre. Pierre grise, vaste étendue, couleur paille. La couvertoirade est un temple, celui de la vraie vie. Celle qu'elle voudrait, près de l'herbe, de l'eau, la nature où elle s'est tant réfugiée enfant est aujourd'hui le refuge de cette jeunesse lasse. Comme cela lui va bien, ainsi que sa robe de bohémienne à large ceinture. Armand la précède, ils portent leur fils Camille sur les épaules, les prés en friche grésillent d'insectes, leurs pas sont lents, prudents, hésitants. Pour atteindre le village, ils doivent traverser une prairie réputée infestée de vipères. Un panneau de fortune les a prévenus, le pré est couvert d'herbes sèches, douces comme des plumes. Elle en ramasse des brassées qu'elle ramènera chez eux. La Lozère n'est qu'une parenthèse, une pause, un arc-en-ciel, des vacances. Les jeunes gens qu'ils croisent leur ressemblent, cheveux au vent, lourds bijoux clinquants et cliquetants, uniques, ethniques. Ils savent bien tous que tout ceci n'est qu'un rêve passager. Leur illusion se meurt, leur génération est déjà sur le déclin.
vers une maturité inévitable. Non, ce ne sont pas eux qui vont changer ce monde en profondeur. Juste le maquiller d'un trait de colle, le parfumer d'encens, lui donner la permission de minuit. Et pourtant, ils y ont cru. Quelle exaltation, quelle ferveur, quelle foi! Ils ne savent pas encore que malgré tout, rien ne sera désormais semblable aux années d'avant 68. Si devant eux ne se profile pas ce grand soir chantant, derrière eux une époque est close, celle qui était inexorablement liée à la religion, rythmée par les traditions, les interdits, le sexisme. Elle et Armand ont traversé cette zone sinistrée et pas encore en grands travaux de réflexion. Voilà, peut-être je peux arrêter là. C'est beau, c'est beau. 68, oui, c'est quand même quelque chose. Moi, je suis contente de l'avoir connu, 68. C'était un grand souffle. Et quand on est dans un grand souffle, on en garde toujours quelque chose à jamais. Un certain talent pour la liberté. Oui, vous avez raison. Dominique? Oui, c'est où? Je vais vous lire un dernier texte parce qu'après j'ai mes voilà, je vais vous quitter avec regret, mais je suis obligé de voilà, j'ai des engagements là. T'inquiète pas. Voilà, c'est un texte qui parle de mon voilà. Laisse-moi rêver. J'ai rêvé d'un monde, d'un pays monde, et ce rêve m'habite. J'habite ce pays où jamais le chef ne ment. J'habite ce pays où disparaissent tous les camps. J'habite ce pays où jamais ne règne l'argent. J'habite ce pays sans capot ni régiment. Laisse-moi rêver. Je suis donc mes rêves. J'habite ce pays où les femmes ont tous les choix. J'habite ce pays où sont comptées toutes les voix. J'habite ce pays où dire non est plus qu'un droit. J'habite ce pays où en l'homme on a tous foi. Laisse-moi rêver. Je suis donc mes rêves. J'habite ce pays dont les murs sont en poussière. J'habite ce pays dans un monde solidaire. J'habite ce pays où résonnent tous les accents. J'habite ce pays sans empire ni occupant. Laisse-moi rêver. J'ai rêvé d'un monde, j'ai rêvé d'un pays monde, et ce rêve m'habite. Je suis donc mes rêves. Et si ce rêve est le tien, comme ce rêve est le mien, demain n'est plus loin. Alors, mettons-nous en chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ce que je vous propose, ça fait à peu près 1h30 qu'on vient de passer ensemble. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Ça a dû surprendre beaucoup d'entre vous, peut-être que ce soit Espace Marx qui organise ou qui ouvre cet espace, mais justement, dans Espace Marx, il y a espace. Et dans cet espace, on est très heureux de l'avoir ouvert de cette manière-là. Si vous en êtes d'accord et si vous en avez envie, évidemment, on peut prolonger ce type de rencontre. Alors évidemment, une rencontre virtuelle, dès qu'on pourra, peut-être qu'il faudra le réouvrir de manière physique. J'espère, je vous le dis, la fête de l'UMA aurait pu être un moment au début juin pour matérialiser cette démarche comme on avait l'habitude de le faire. Avec les événements que vous connaissez, ça ne sera pas possible, en tout cas en juin, peut-être en septembre. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour ce genre d'initiative.
Et peut-être qu'on refera au mois de juin, au mois de juillet, parce que tant que les restaurants ne sont pas réouverts, tant que les salles de spectacle ne sont pas réouvertes, même s'il y a des initiatives aussi riches que celles de Cher, mais on aura peut-être l'occasion au mois de juin de refaire une petite soirée comme celle-là. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci vraiment beaucoup à toutes et à tous. J'ai pas vu le temps passer en tout cas. J'essaierai de ne pas la louper. Donc, si vous en êtes d'accord, je remercie vraiment Lisiane pour tes choix de texte et pour tout non, mais c'était un plaisir. fait partager. Ça fait du bien. Et puis c'est extraordinaire. Bon, toutes celles et ceux qui sont venus, y compris avec des contributions, c'est totalement génial. Et en matière, et tu me diras le contraire, en matière d'anthropologie, quelle richesse, n'est-ce pas, Cher? Ah ouais, quelle richesse, quelle richesse. C'est le monde, c'est le monde. Et alors, ton texte final, entre guillemets, c'est une ouverture magnifique sur le monde d'après. Merci. Allez, grosse bise à tous. Et merci. Je voudrais juste dire, puisque vous parlez d'anthropologie, je voulais juste évoquer Jean-Dominique Michel. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir en vidéo. Et vraiment, il y a un éclairage sur la situation vraiment intéressant. Oui, sur la situation actuelle. Absolument. Jean-Dominique Michel, surtout. Oui, absolument. Vous avez si. Absolument. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.